Bonjour à tous, merci d'être toujours avec nous en direct sur Facebook pour cette journée de direct sur le site de l'Institut catholique de Paris et sur ICP TV. Nous sommes ensemble pour parler de nos conférences qui animeront l'après-midi et nous avons deux invités de marque. Guillaume Lette, vous êtes le président de l'Université Paris 2 de Paris Panthéon-Assas. Merci beaucoup d'être avec nous. Recteur d'Akash, Salim Dakash, vous venez d'un petit peu plus loin. Vous venez de l'autre bout, de l'autre côté de la Méditerranée. Vous êtes recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci à vous deux d'être avec nous. Ensemble, nous allons parler d'un thème assez vaste pour l'évoquer en 10 petites minutes, mais on va quand même essayer. C'est le thème de l'université au XXIe siècle. C'est le thème d'une table ronde que vous animez, dans laquelle vous participez tout à l'heure. Comment, d'abord, dans un premier temps, vous avez visité un petit peu, vous êtes arrivé tout à l'heure sur notre campus. Comment vous trouvez ces lieux, Monsieur le Président ? J'ai visité plusieurs fois l'Institut avec le recteur Borden et la dernière fois c'était de grands travaux qui étaient en cours et je suis vraiment impressionné, ébloui par ce que je vois, l'ouverture déjà sur la rue de Vaugirard, cette cour méconnaissable depuis des années qui est devenue une cour ouverte, lumineuse. J'ai découvert ce bel amphi juste en face. Je suis très impressionné par la qualité de la réalisation, vraiment. Monsieur le recteur, vous avez pu voir un petit peu des travaux ou la dernière fois que vous êtes venu, c'était encore intact ? En fait, c'est beau comme, comme lieu. Ça a beaucoup changé, j'ai l'impression. J'ai fréquenté ces lieux quand j'étais étudiant au Centre Sèvres et à l'Institut catholique dans les années 80. Donc, je vois qu'il y a eu pas mal de changements, au moins, disons, au niveau de la cour. Et puis l'entrée aussi. L'entrée est majestueuse maintenant, qui donne sur la rue Vaugirard. On est un peu perdu, mais ça y est, disons, j'ai pu arriver et vraiment apprécier tout le travail architectural qui a été fait et bien fait. Et je crois que juste avant de nous rejoindre, vous étiez avec le recteur, là-haut, dans ses appartements, oui, où on a une vue splendide sur cette cour. Tout à fait. Ce qui m'a retenu, c'était les étudiants qui étaient éparpillés en groupe, en train soit de discuter, soit de travailler, soit de papoter. Voilà. Alors vous serez peut-être là ce soir, en regardant la cour. Il y a tout partout sur le sol des petites loupiottes et ces lumières rappellent le ciel de Paris au soir de la création de l'Institut catholique de Paris il y a près de 200 ans. Donc si vous restez ce soir pour le cocktail, vous aurez peut-être la chance de voir ça. Donc parlons de notre thème, l'université au XXIe siècle, thème d'une table ronde auquel vous participez tout à l'heure. Les défis sont vastes. Si vous deviez en quelques minutes résumer les défis de l'université, Monsieur le Président. Je crois que la table ronde aura pour premier intérêt d'entendre ce que d'autres que des Français ont à dire. Puisque les questions universitaires ou l'avenir de l'université, c'est une interrogation planétaire en quelque sorte, avec des différences selon les systèmes éducatifs, différences selon l'avancement des universités elles-mêmes, selon les pays. Donc moi je suis très, très curieux d'écouter ce que les autres intervenants pourront dire. Parce que nous sommes habitués forcément à ne parler que des questions franco-françaises. Donc je crois que l'apport des autres intervenants sera particulièrement intéressant. Justement, monsieur le recteur, quel est l'état de l'université au Liban, à Beyrouth ? Comment ça se passe ? Oui, actuellement au Liban, il y a 45 universités qui fonctionnent. C'est plus qu'à Paris, il me semble. Oui, peut-être, parce que le gouvernement a adopté une politique plutôt libérale dans ce domaine, en autorisant la création d'une trentaine d'universités en l'espace de quelques années, tout dernièrement. Nous, on est, disons, quelques universités, 7, 8, une petite dizaine d'universités. On se considère comme les universités historiques du Liban, dont en premier lieu les deux universités du Liban qui se connaissent, qui sont connues internationalement plutôt plus que d'autres, c'est-à-dire l'American University of Beirut, et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Ces deux universités quand même représentent, si je peux résumer, une exigence de former, d'éduquer et de former des générations pendant plus d'un siècle
puisque l'IUB a été fondée en 1866, nous en 1875 comme l'Institut catholique. Et depuis, chaque université, je pense, a dû former quelques 70 000 à 100 000 diplômés pour le Liban et pour le monde arabe. Ce qui est énorme. L'université Saint-Joseph de Beyrouth, elle a travaillé plus au niveau libanais, tandis que l'American University of Beirut a travaillé plus au niveau du monde arabe. Mais les deux et d'autres universités qui forment un peu l'ossature du tissu universitaire libanais qui est exigeant, forment des compétences justement professionnelles, humaines, d'avenir et qui peuvent quand même, disons, répondre aujourd'hui et demain aux multiples défis de notre région et de notre société. Et justement, je vous interromps, est-ce qu'aujourd'hui on forme différemment qu'hier? Est-ce que les techniques ne sont plus du tout les mêmes que ça pouvait l'être il y a 50 ou 100 ans? Allez-y, Monsieur le Président. J'y vais, Monsieur le Recteur. Alors, je crois qu'il y a un fond depuis les débuts de l'enseignement universitaire, depuis le Moyen-Âge, qui est incontournable. C'est la transmission directe dans des amphis qui sont plus grands qu'ils n'étaient autrefois, mais il est important qu'il y ait un contact entre l'étudiant et le maître. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner cet enseignement classique, me semble-t-il, par l'usage des nouvelles technologies, offrir des compléments de formation par le biais du numérique notamment. Mais je crois que si un jour l'enseignement universitaire se fait sans plus de contact, on aura vraiment perdu quelque chose d'essentiel dans cet enseignement. L'université Saint-Joseph de Beyrouth est présente beaucoup sur le numérique à travers les MOOC par exemple? Peu, en fait. Nous avons fait des choix. Actuellement, nous travaillons plus sur des programmes traditionnels, une réforme des programmes. On travaille sur l'accréditation de l'université au niveau international et une accréditation aussi de nos écoles et de nos facultés les plus importantes, comme l'ingénierie, comme la médecine, comme le droit, ou bien la gestion et le management. Donc, on a préféré, disons, aller dans ce sens-là, afin de consolider nos bases. De plus, nous travaillons beaucoup, et c'est peut-être là où on rejoint l'histoire, mais d'une manière renouvelée, on travaille beaucoup sur la recherche. Dans le code de l'enseignant chez nous, il y a 30% du temps qui est payé, mais qui est consacré à la recherche. Consacré à la recherche de la part des 400 profs cadrés de l'université, et aussi les vacataires, les non cadrés aussi y participent. Aujourd'hui, une université, je pense, qui veut se dire université, c'est-à-dire englobante, elle doit travailler aussi, disons, elle doit chercher et à penser à la transmission. Elle doit être, disons, génératrice de création, de nouveautés. L'intelligence, elle ne s'arrête jamais à produire du nouveau et qui est dans l'intérêt de l'être humain. Et comment on rentre à l'université au Liban? En France, on en a entendu parler ces dernières semaines. Il y a quelques tensions, quelques interrogations sur l'admission à l'université. Comment ça se passe? Alors, à Beyrouth, à l'université publique, il y a des concours pour certaines facultés. Ce qui n'est pas du tout le cas en France pour les universités publiques. Comme la médecine, comme l'ingénierie. Et même chez nous, dans notre université, pour l'ingénierie et pour la pharmacie, le dentaire, etc., et la médecine, il y a un concours d'entrée. Donc c'est élitiste. Élitiste intellectuellement, je veux dire, parce que sur le plan social, il se peut qu'il y ait des étudiants chez nous qui réussissent le concours et qui n'ont pas le moyen de payer, parce que nous sommes une université privée et non pas d'État. Donc c'est à nous de leur trouver des fonds, des bourses d'études. Et on ne met pas à la porte quelqu'un qui est capable de suivre ses études chez nous s'il n'a pas les moyens. Alors là, c'est une règle chez nous. Et je pense qu'en tant qu'université catholique et plus encore en tant qu'université jésuite, nous sommes tenus à être solidaires des personnes, c'est-à-dire des jeunes qui veulent vraiment
s'adonner aux études et réussir leur vie. Président Lett, en France, le système, il faut le réformer complètement, le système d'admission post-bac. J'ai peur de ne pas tenir des propos très, très politiquement corrects. Je crois que ce qui compte, c'est le mérite. Alors, comme l'a dit le recteur d'Akash, il n'est pas humainement admissible que quelqu'un qui a des dons, qui a des talents, qui a des capacités, soit empêché de faire des études parce que sa condition sociale d'origine ou ses moyens ne lui permettent pas de les faire. En France, tout le monde peut s'inscrire à l'université avec beaucoup d'échecs. Moi, je serais partisan d'un examen ou d'un concours d'entrée, tout simplement parce que je crois qu'il y a des capacités diverses dans l'humanité et que tout le monde n'a pas forcément vocation à faire des études supérieures, et que l'argent qui est largement déployé pour tous les étudiants, si on le concentrait sur ceux qui ont fait la preuve de leur capacité, nous permettrait de donner un enseignement supérieur de bien meilleure qualité, de beaucoup mieux encadrer les étudiants. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous avez été étudiant, je crois, à la Sorbonne aussi. Oui, c'est ce que j'ai lu. À la Sorbonne 1. Quel souvenir vous gardez de vos études en France ? J'ai été aussi ici, étudiant un peu ici. J'ai suivi quelques cours, mais principalement, je suis diplômé du Centre Sèvres, à côté, c'est-à-dire la faculté de théologie et de philosophie de la Compagnie de Jésus. Oui, c'était un temps merveilleux pour moi, disons, d'apprentissage, d'approfondissement, d'éclaircissement, et je pense que ça a été un temps de conversion aussi, un temps de profonde transformation intellectuelle que j'ai vécu. Quand on vient à Paris, si on n'est pas transformé quand même, disons, intellectuellement, ça signifie qu'on a raté quelque chose. C'est ce que je dis aux étudiants en mobilité qui viennent en France. Et en tout cas, vous parlez très bien le français. Voilà, je leur dis, faites attention, c'est un moment béni qui vous est donné, donc profitez. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir consacré quelques instants. On enchaîne avec une vidéo, la visite de cet auditorium qui est juste ici, du nouvel auditorium de l'Institut catholique de Paris par l'architecte Jean-Marie Dutilleul et Maxime Ration, président de la Junior Entreprise. Regardez. Jean-Marie Dutilleul, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes donc architecte en charge du projet Campus 2018. Pour commencer, cet auditorium permet d'accueillir jusqu'à 400 personnes. En quoi est-ce inouï au cœur de Paris ? Alors, c'est inouï au cœur de Paris, c'est rare au cœur de Paris, puisqu'il y a les grands amphis de la Sorbonne, mais l'amphi du Sénat est plus petit, et au cœur du quartier latin, on ne peut pas se réunir à 400 comme ça, sur la rue de Vaugirard, sur la rue des Universités. Donc l'ICP va être un lieu de grand rassemblement grâce à cet amphithéâtre. Et cet auditorium a ce côté unique d'être ouvert sur l'extérieur. L'extérieur, c'est le foyer, où ceux qui passent peuvent voir ceux qui, ici, écoutent, travaillent, enseignent. Et c'est même ce qui permet de voir dehors le jardin, la cafétéria. Donc cet auditorium n'est pas un hors du monde, il est dans le monde. Il est un lieu de concentration des hommes entre eux, et un lieu hors du monde. Cet auditorium, c'est une grande composition de bois dans une composition de minéral, de pierre et de béton. On a utilisé le béton qui, depuis les origines, depuis les Romains, est ce qui permet de soutenir les terres, et donc qui a permis de créer cette cavité dans le sol, à 10 mètres sous terre. Et le bois, c'est ce qu'on prend tous pour s'installer de façon la plus domestique qui soit, n'est-ce pas ? Et le bois, c'est ce qui accompagne le plus chaleureusement celui qui travaille. C'est le matériau des bibliothèques, c'est le matériau des bureaux, c'est le matériau qui accompagne l'homme qui réfléchit, qui pense, qui vit, qui mange. Voilà. Et donc, ce matériau réunit tout le monde ici, réunit d'ailleurs dans une forme en demi-cercle qui fait que, contrairement à d'autres auditoriums, fait que les gens se voient les uns les autres et forment communauté. Je rencontre le regard de l'autre. Matériaux, techniques, attention à la composition de l'espace pour composer un lieu de mise en présence. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Dutilleul, pour cette intervention très riche sur la compréhension de cet auditoire. Je vous remercie. À bientôt. J'espère.
On est toujours en direct au cœur de cette journée événement d'inauguration du 3 octobre. On vient de visiter l'auditorium avec Jean-Marie Dutilleul et maintenant on va voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur, les savoirs dispensés ici et dans le monde entier maintenant, à savoir le bien commun avec nos deux invités, Père Bruno-Marie Dufay et Émilie Tardivelle nous ont rejoints. Vous êtes secrétaire du Dicaster pour le développement du Dicaster pour le développement humain intégral. Vous nous expliquerez dans quelques instants ce que c'est. Et Émilie Tardivelle, vous êtes de la maison, vous êtes directeur délégué de la chaire Bien commun, créée il y a quelques mois à l'ICP. Merci à vous deux. On va commencer par vous, Émilie Tardivelle. Le bien commun, qu'est-ce que c'est ? Alors on pourrait définir le bien commun comme l'ensemble des conditions qui permettent aux hommes et aux différentes communautés humaines non seulement de vivre, mais aussi d'atteindre leur perfection, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont été faits, ce à quoi ils sont destinés. Alors dans ces conditions, on peut en avoir d'ordre spirituel, politique, social, économique ou encore environnemental. Donc penser le bien commun, c'est toujours penser d'un côté la vocation et la finalité de l'homme et des différentes communautés humaines, et de l'autre, de penser les conditions les plus appropriées pour que cette vocation ou finalité puisse s'accomplir. Père, quelque chose à ajouter ? Alors, vous savez que c'est un point fondamental de la pensée sociale de l'Église, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire cet enseignement qui s'est développé depuis ce qu'on appelle la première encyclique sociale en 1891, donc sous la plume de Léon XIII, qui développait justement la question de la solidarité entre les groupes sociaux et l'implication de chacun de ces groupes dans la construction d'une société dans laquelle chacun trouve sa place, chacun déploie ses capacités, et en travaillant pour l'autre, travaille pour soi, comme on le dira à plusieurs reprises. Donc c'est un point central de la pensée sociale, et il y a toujours une tension assez forte entre bien commun et propriété privée. Donc à certains moments dans l'histoire de la pensée sociale, on peut dire qu'on a plutôt insisté sur le fait qu'on travaille aussi pour acquérir un patrimoine, pour sauvegarder les conditions d'une vie décente pour sa propre famille, pour ses proches et pour sa progéniture et pour les générations futures. Et puis à d'autres moments, on a plutôt insisté sur le fait que la propriété privée, l'appropriation de biens, n'a de sens que dans la perspective, dans la visée d'un bien commun, c'est-à-dire ce qui construit la communauté humaine et ce qui permet à cette communauté de s'accomplir. Alors vous introduisez très bien la conférence qu'il y aura dans la table ronde dans une quinzaine de minutes maintenant. Qu'est-ce qu'on va y trouver sur cette table ronde autour du bien commun ? Je crois que vous l'avez préparé. Alors, les deux tables rondes veulent avant tout rendre compte du travail réalisé dans le cadre de la chaire Bien commun, créée en 2016 à l'Institut catholique de Paris, et plus largement ouvrir la discussion autour de la notion de bien commun. D'où la présence de membres du conseil scientifique, ainsi que deux personnalités extérieures éminentes, Monseigneur Bruno-Marie Dufay, donc secrétaire du Dicaster pour le développement humain intégral, et le professeur Paul Dembinski, directeur de l'Observatoire de la finance à Genève, dont la première table ronde va se concentrer avant tout sur l'histoire et l'actualité de la notion de bien commun, puisque le bien commun est une notion ancienne. En mouvement, et qui est en mouvement. Qui est en mouvement et puis qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Donc on va se demander d'où elle vient et expliquer pourquoi elle suscite aujourd'hui une attention nouvelle. Et la seconde table ronde croisera les regards du philosophe, du théologien et de l'économiste sur le bien commun. On se demandera notamment comment l'économiste, en dialogue avec le théologien et le philosophe, est obligé de prendre en considération des dimensions transcendantes qui orientent, qui déterminent les choix de l'individu. On peut prendre différents exemples, l'accord de Paris sur le climat, la responsabilité sociale des entreprises ou encore l'éthique financière. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux tables rondes tout à l'heure ? Écoutez, je crois que d'abord, on évoquait ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église, ou la doctrine sociale de l'Église. Elle a toujours été l'exercice d'un dialogue. Un dialogue entre des acteurs et des penseurs, un dialogue entre des acteurs entre eux, des acteurs de la société, de l'économie, mais aussi de tous les secteurs porteurs de l'avenir. C'est ce qui se passe tout à l'heure, ces discussions-là. Exactement. Et aujourd'hui, vous sentez bien que, par exemple, dans l'esprit de la dernière encyclique du pape François, Laudato Si, on ne peut pas ne pas prendre en considération ce qui relève de l'écologie. Je fais remarquer d'ailleurs que c'est la même racine qui a construit le mot économie et écologie. C'est oikos, c'est la maison, d'où le sous-titre de cette encyclique, la sauvegarde de la maison commune. Donc comment construisons-nous notre maison ? Comment faisons-nous pour que notre maison commune soit habitable pour les générations présentes et pour les générations qui viennent? Et évidemment, les tables rondes de ce type, et de manière générale tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement et de la recherche en la matière, ont un enjeu absolument considérable.
sachant que, encore une fois, nous sommes à la recherche d'une visée, c'est-à-dire d'une moralisation, comme on dit par exemple dans les encycliques sous la plume de Paul VI. Par exemple, je dis ça parce que nous fêtons le 50e anniversaire de l'encyclique Populorum Progressio sur le progrès des peuples, sur le développement. Et on sent bien qu'on a besoin d'actualiser cette pensée avec des concepts réactivés, renouvelés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup émerger la notion de bien commun ces dernières années. Alors, aujourd'hui, il y a un débat qui traverse la société économique, la société politique, la société internationale sur la question du commun. Qu'avons-nous en commun? Que voulons-nous mettre en commun? Qu'avons-nous comme visée commune? Voilà les questions qui sont évidemment au cœur des tables rondes. Alors j'ai savonné votre titre tout à l'heure, vous êtes secrétaire du Dicaster pour le développement humain intégral. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors je pourrais vous le dire en italien, mais c'est très joli, Dicasterio per il sviluppo umano integrale. Alors on avait Luigi Ventura qui était assis juste ici il y a quelques minutes. Et là, je le dirai dans quelques jours en espagnol au Brésil, puisque je pars pour une mission de formation sur la pensée sociale de l'Église à Campinas, donc au Brésil. Et ils ont, comme je ne parle pas portugais, ils ont accepté que je le fasse en espagnol. Et du coup, alors vous avez mangé le mot, mais c'est pas très grave. Simplement, dicaster, ça vient du grec dikasterion, qui est un conseil. C'est un conseil réuni dans lequel se croisent un certain nombre de pensées, de penseurs. Donc un dicaster, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu d'échange et de croisée d'expériences. Donc un dicaster, c'est un lieu de conseil pour l'Église et pour les Églises. Pour l'Église autour du pape François, donc nous avons une fonction de conseil, une fonction de réflexion, une fonction de fondation et de refondation constante de la pensée sociale. Alors en l'occurrence, pour le développement humain, c'est-à-dire le développement de, comme on disait dans Populorum Progressio, de tout homme et de tous les hommes. Et dans l'intégralité. Voilà, et le intégral. Donc l'intégralité, c'est le fait de considérer la personne dans tout ce qu'elle est. Non pas simplement comme un sujet économique, mais aussi comme un sujet spirituel, non pas simplement comme un sujet spirituel, mais comme le membre d'une communauté. Et le Père Lebray allait jusqu'à dire, et jusqu'à la communauté humaine tout entière, c'est-à-dire pas simplement des individus, pas simplement des communautés, mais la communauté humaine. Donc, nous avons comme mission très importante et très large, comme vous pouvez l'imaginer, de penser le développement, de le penser aujourd'hui dans le contexte d'interrogation radicale et dans le contexte à la fois de globalisation, mais aussi de réalité concrète et locale, de penser ce développement en honorant la dimension de justice et de paix, puisque une des composantes vient de justice et paix, en honorant la santé, puisque une des composantes qui constitue ce dicaster, c'est la santé, et en honorant également l'action humanitaire d'urgence et la question terrible et actuelle des migrants. Les migrants. Et justement, cette notion d'urgence, elle est à la une des cahiers du bien commun. Émilie Tardivelle, on est assez pressé, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut y trouver ici? Alors, les premiers cahiers de la chaire bien commun, ce sont les actes, c'est-à-dire les résultats du colloque inaugural de la chaire bien commun, qui a eu lieu les 17 et 18 novembre 2016 à l'Institut catholique de Paris. Donc il y a 16 experts, chercheurs, acteurs de l'entreprise, responsables politiques et religieux qui décryptent la notion de bien commun, qui montrent son évolution et sa pertinence actuelle dans différents champs. Vous avez d'abord une réflexion sur l'origine philosophique et théologique de la notion de bien commun, ensuite un examen de sa pertinence politique autour de l'idée de nation et puis des débats sur l'Union européenne. Vous avez une évaluation de sa pertinence économique sur le thème de la financiarisation à l'épreuve de l'utilité sociale. Et vous avez enfin une ouverture sur les défis sociaux et environnementaux de notre temps avec la question de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Formidable. Les cahiers de la chaire bien commun numéro 1 à retrouver, j'imagine, sur le site internet de l'ICP, quelques infos? Oui, sur le site de l'ICP, directement sur les pages dédiées à la chaire bien commun. Et puis il y aura une actualité aussi. Et demain en librairie. Et demain en librairie. Merci à vous deux. Bonne conférence. Merci Thomas. Quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, vers 20h30, avec de nouveaux invités, avec Irina Bokova, la secrétaire générale des Nations Unies de l'UNESCO, qui sera ici, ainsi que de nombreux invités. À tout à l'heure.